Bonjour à tous les amateurs de littérature. La virgule, délimiteur syntaxique et ou temporel. Pourquoi s'intéresser à la virgule? Eh bien parce qu'elle pose un problème d'interprétation spécifique auquel je me suis heurté en tant qu'auteur-déclamateur. C'est aussi un problème qui peut se poser pour le lecteur de base. Alors en tant qu'auteur, je me pose les questions pratiques suivantes. Que signifie la virgule et dans quel cas dois-je l'employer ou pas? Comment mon lecteur va-t-il comprendre cette virgule et comment va-t-il la négocier oralement ou même en lecture subvocalisante, c'est-à-dire une lecture intérieure muette qui mime la lecture orale? Si on se place du point de vue du lecteur, la question est la suivante. Je lis un texte, je rencontre une virgule. Que signifie ce signe? Que dois-je faire? Notamment, est-ce que je dois ou non marquer une pause? Notre questionnement pratique appelle une réponse d'ordre prescriptif, aussi bien à l'égard de l'auteur que du lecteur. C'est ce que nous allons voir en considérant en premier lieu la réponse de l'Académie française et des grammairiens. Il existe à ma connaissance un seul organisme qui possède en France un pouvoir prescriptif officiel sur la langue, c'est l'Académie française et les grammairiens qui lui sont affiliés. Alors, prescription de l'Académie française à l'égard des lecteurs, 8e édition, 1932-35. La virgule, c'est un signe qui indique la moindre des pauses. Donc, chaque fois qu'il rencontre une virgule, le lecteur doit s'arrêter. La prescription à l'égard des auteurs, elle, est fournie par les grammairiens dans des articles plus spécialisés. Selon eux, c'est la syntaxe qui va déterminer l'emploi ou non de la virgule, selon des règles très précises sur lesquelles on reviendra. En conclusion, nous avons une réponse claire à notre questionnement. L'auteur utilise la virgule en fonction de critères syntaxiques précis, et le lecteur la marque par une pause courte. Nous verrons par la suite si ces prescriptions s'accordent à la pratique et si elles s'accordent aussi avec la nature des interfaces lexicales, c'est-à-dire les interfaces entre les mots. Considérons maintenant quelques dictionnaires communs. Commençons par le Robert. Alors pour ce dictionnaire, la virgule marque une pause de peu de durée qui s'emploie à l'intérieur de la phrase pour isoler des propositions ou des éléments de proposition. Même définition que l'Académie française et les grammairiens, aussi bien à l'égard du lecteur que des auteurs. C'est-à-dire la virgule est considérée comme délimiteur temporel et syntaxique. Le Littré, quant à lui, indique la virgule correspond pour lui la moindre de toutes les pauses. Alors une définition qui est exactement celle de l'Académie française à l'égard du lecteur et qui ne précise pas particulièrement de prescription à l'égard du scripteur. L'Office québécois de la langue française, alors pour lui, la virgule sépare des mots de même nature et des propositions à l'intérieur de la phrase. Une définition descriptive qui ne formule aucune prescription à l'égard du lecteur. Passons au Larousse. Alors pour le Larousse, la virgule distingue à l'intérieur de la phrase des mots, des groupes de mots ou des propositions qu'il est utile de séparer ou d'isoler pour la clarté du contenu. Alors une définition qui indique le rôle de la virgule pour le lecteur, mais ne fournit pas d'indication sur ce qu'il doit faire, c'est-à-dire doit-il s'arrêter ou pas, eh bien rien n'est précisé. Terminons par le Trésor de la langue française. Alors, le Trésor, c'est un dictionnaire moderne qui est dirigé par de grands spécialistes au sein d'une université. C'est l'université de Nancy 2 et aussi par des chercheurs du CNRS. Alors, cette définition, la virgule sépare les membres d'une phrase ou indique une pause faible. Alors, c'est une définition qui, elle aussi, laisse au lecteur le choix d'établir une pause
ou non. Pour terminer, signalons que ces définitions concernent la version en ligne de ces dictionnaires, donc actuelle en 2021. Elles ont pu varier dans le temps et il est intéressant notamment de constater que le Larousse donnait en 1933 une définition de la virgule comme délimiteur temporel. Et cet usuel a donc évolué depuis cette date vers une définition syntaxique. Concluons sur ces différentes dénotations. Les dénotations dans l'ensemble s'accordent à considérer que l'auteur doit utiliser la virgule comme un séparateur syntaxique. En revanche, il se dégage deux conceptions en ce qui concerne la signification de la virgule pour le lecteur. D'une part, Robert Le Littré, qui présente la virgule comme un délimiteur temporel et qui rejoignent en cela l'Académie française. D'autre part, le Larousse, l'Office québécois, qui semble considérer la virgule uniquement comme une aide à la compréhension du texte. Et pour ces dictionnaires, rien n'est dit sur la manière dont le lecteur doit marquer oralement la virgule. Des définitions qui sont plus descriptives que prescriptives, qui sont soucieuses probablement de considérer la réalité du langage, ce qui est légitime pour un dictionnaire. Considérons maintenant la pratique des auteurs. Sur un panel d'ouvrages classiques que j'ai consultés du XVIIe au XXe siècle, j'ai observé une grande homogénéité de la ponctuation. C'est probablement le résultat de la tradition initiée par les éditeurs-imprimeurs responsables de la ponctuation jusqu'au XIXe siècle et poursuivie ensuite par les grammairiens et appliquée par les auteurs au XXe siècle. Cette ponctuation correspond à une conception très syntaxique et semble peu soucieuse de l'interprétation orale. Nous allons maintenant voir l'autre versant, ce qui se passe au niveau du lecteur. Considérons la statistique suivante réalisée sur un panel d'ouvrages littéraires classiques du XVIIe au XXe siècle, déclamés par des donneurs de voix sur un grand site de livres audio qui est littérature-audio.com. Elle indique la concordance entre virgule et arrêt temporel sur plus de 13 000 interfaces, c'est-à-dire en 13 000 mots, soit plus de 1000 cas de virgule. Alors, total virgule 1009, virgule sur arrêt temporel 783 et virgule sans arrêt temporel 226. Inversement, nous obtenons la statistique suivante pour les arrêts temporels avec ou sans virgule, ni autre signe de ponctuation. Total arrêt 1249, arrêt sans ponctuation 466 et arrêt avec virgule 783, chiffre qui correspond bien sûr à la statistique précédente. Interprétation, alors on constate un nombre relativement important de virgules qui n'occasionnent pas d'arrêt temporel par le lecteur, 24%, c'est-à-dire un quart, et inversement un nombre très important d'arrêts temporels sur des interfaces sans virgule ni autre ponctuation, c'est-à-dire 37%, qui fait un tiers environ, même plus. Alors ce déphasage entre l'injonction, si on se réfère à l'Académie française, et la pratique, n'est pas un cas isolé en matière de langage. C'est souvent significatif que l'injonction est problématique et ces valeurs sont suffisamment élevées pour qu'on ne les interprète pas comme un simple oubli de la part des lecteurs. Alors dernière constatation, en comparant les données des deux tableaux, eh bien, les réalise plus d'arrêts temporels qu'il n'y a de virgule, soit 1249 arrêts pour 1009 cas de virgule, 240 arrêts excédentaires, ce qui correspond environ à 20% des arrêts, c'est-à-dire environ un cinquième, chiffre également donc relativement important.
Quelques explications à ce hiatus entre la pratique et l'injonction peuvent être alléguées. Alors, remarquons que le lecteur peut signifier le sens du texte à ses auditeurs par une inflexion vocale sans obligatoirement recourir à une pause, et c'est ce qui peut expliquer l'absence de pause au niveau de certaines virgules. Alors certains syntagmes scripturaux, c'est-à-dire la séquence entre deux ponctuations, dépassent la durée d'une capacité respiratoire normale. Même si elle est ralentie, ça correspond à peu près à 6 secondes, ce qui peut expliquer certaines pauses hors ponctuation. En second lieu, le lecteur peut vouloir créer des effets d'interprétation du texte qui le conduisent à des pauses spécifiques, ce qui est une justification d'ordre esthétique ou communicationnel et qui est légitime. Ensuite, certaines interfaces sont incompatibles avec une pause, par exemple l'élision, nous verrons cela plus en détail, et le lecteur pourrait justement dans ce cas remplacer la pause par une inflexion vocale. Alors sans entrer dans le détail statistique, il m'est apparu que la nécessité de respiration au sens biologique intervient effectivement, mais de manière limitée. En revanche, l'existence d'interfaces incompatibles n'intervient quasiment pas pour expliquer les pauses hors ponctuation. Alors, concernant les effets d'interprétation, il est difficile d'en juger, mais il est assez probable que cet effet intervienne en dehors de lectures vraiment déclamatoires devant un public, et même dans ces cas-là, eh bien, il m'est apparu qu'il n'y avait pas réellement d'effet d'interprétation qui puisse fournir une explication à ces arrêts temporels. Alors au final, l'existence d'un nombre important de pauses en dehors de la ponctuation reste pour moi totalement inexpliquée. Alors si vous avez des suggestions, vous pouvez me les indiquer dans les commentaires. À partir de ces données, revenons aux définitions fournies par l'Académie et par les dictionnaires. Il apparaît que les définitions données par le Larousse et l'Office québécois du langage, considérant la virgule comme uniquement un délimiteur syntaxique, sont certainement plus logiques et plus en adéquation avec la réalité. On suppose en ce cas que le lecteur juge intuitivement par lui-même s'il est préférable de s'arrêter ou de marquer simplement une inflexion vocale. Il est possible que cette définition soit consécutive d'une évolution vers une conception plus purement scripturale et analytique du langage qui remonte à la cause. On peut tout de même lui reprocher d'évacuer totalement l'oralité. La définition de l'Académie française peut paraître moins en accord avec la réalité du langage. Elle a cependant le mérite de s'intéresser à l'aspect oral. Nous reviendrons sur ce point. Néanmoins, une autre difficulté peut être soulevée par rapport à la prescription des grammairiens. On constate en effet que les lecteurs établissent une pause là où les grammairiens jugent que l'utilisation de la virgule, donc l'établissement d'un arrêt temporel, sont inappropriées. Alors, rappelons-le, ça concerne tout de même 37% des cas, une valeur qui est considérable. Alors par exemple, les lecteurs vont établir une pause directement entre un sujet et son verbe, ou directement entre un verbe et son complément, ce qui est jugé inapproprié par les grammairiens. Alors est-ce que ce sont les grammairiens qui ont tort dans l'établissement de leur prescription d'emploi de la virgule, ou bien est-ce que ce sont les lecteurs qui lisent mal? Alors ma réponse personnelle, après de nombreuses observations et de nombreux essais déclamatoires, c'est que la prescription des grammairiens finalement est justifiée. Les arrêts temporels qui sont hors cas de ponctuation se produisent habituellement en poésie, et assez souvent le cas en fin de vers, mais en prose, ils me paraissent inappropriés et ils sont souvent même inesthétiques.
Considérons maintenant ce qui se produit suivant les différentes interfaces lexicales. Alors, j'ai développé ce sujet en détail dans une vidéo précédente à laquelle je vous renvoie, le lien dans la partie description. Je vais simplifier et considérer un seul exemple d'interface lexicale qui est incompatible avec un arrêt temporel. C'est le cas de l'élision, mais il faut savoir qu'il en existe bien d'autres. Considérons la phrase suivante où nous allons appliquer la règle de l'Académie pour la virgule, c'est-à-dire ménager une pause. La sève, élixir des végétaux, s'épanche harmonieusement dans les rameaux et les feuilles. Il apparaît qu'un arrêt temporel est relativement malvenu au niveau de l'élision, après le mot sève, alors que l'interface lexicale entre végétaux et s'épanche s'accorde sans difficulté avec un arrêt temporel. Alors évidemment, une telle lecture établissant un arrêt temporel au niveau de l'élision est bien toujours possible, mais tout de même, à mon sens, elle est plutôt inesthétique, et on remarquera qu'en poésie classique, ce serait une faute prosodique. Alors pour éviter l'arrêt temporel et néanmoins marquer l'incise, le lecteur doit marquer une inflexion vocale sur sève, tandis qu'il peut réaliser un arrêt temporel après végétaux, ce qui, dans ce cas, évite un syntagme trop long. Relisons la phrase lue selon cette prescription. La sève, élixir des végétaux, s'épanche harmonieusement dans les rameaux et les feuilles. Ce qui, esthétiquement, à mon sens, est tout de même nettement meilleur. Concernant ce sujet des incompatibilités entre certaines interfaces lexicales, revenons maintenant sur les dénotations proposées par les différents dictionnaires. Alors, il apparaît que ce sont les définitions considérant la virgule comme délimiteur temporel, c'est-à-dire le cas de l'Académie, du Robert, du Littré, qui ne sont pas en accord avec la réalité du langage, ni avec la compatibilité avec certaines interfaces entre mots. Alors, en revanche, les définitions qui s'appuient sur une conception de la virgule strictement comme délimiteur syntaxique échappent à cet inconvénient, mais elles ne formulent aucune prescription claire à l'égard du lecteur concernant la prononciation. Alors comment donc résoudre le problème posé par la virgule, dont on ne sait trop s'il faut la considérer comme délimiteur syntaxique et ou temporel? Quelle prescription claire proposer au lecteur quand il rencontre ce signe? L'écriture phonique propose une solution. Cet aspect de l'écriture phonique a déjà été présenté lors de vidéos précédentes. C'est ici une autre occasion de l'évoquer à nouveau. Il m'est vite apparu que le préalable à une théorie de l'écriture littéraire ne pouvait laisser au lecteur l'initiative d'établir des pauses à sa discrétion. Alors en effet, ces pauses ne semblent correspondre à aucune logique perceptible, mais sont plutôt d'ordre stochastique. Elles peuvent se réaliser sur des interfaces incompatibles et elles ne correspondent pas au meilleur rythme de la phrase. D'autre part, il est anormal que l'auteur ne puisse maîtriser le rythme du texte qu'il écrit. Il est donc nécessaire d'établir un signe qui signifie une pause, d'une part, et d'autre part, un signe qui signifie une inflexion vocale sans arrêt temporel. Le signe indiquant une délimitation syntaxique sans pause obligatoire existe, c'est la coupe et elle est symbolisée par une barre simple, oblique ou droite. Elle est utilisée dans les traités d'analyse prosodique, notamment pour la poésie, mais pour la prose aussi, de même que la césure qui est symbolisée par une double barre. À l'occasion de ce signe, eh bien, le lecteur pourra établir une simple inflexion vocale. Il existe aussi un signe qui signifie une pause, c'est tout simplement la virgule, et sa définition comme délimiteur temporel est indiquée par l'Académie française. Finalement, la prescription de l'Académie s'avère la plus judicieuse. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle attribue un sens univoque à un signe
sur le plan de l'oralité. Mais il convient de l'employer à bon escient, tout simplement. Nous utiliserons donc ces deux signes en prose poétique. Reprenons l'exemple précédent en écriture traditionnelle, puis en écriture euphonique. Alors en écriture traditionnelle, en écriture euphonique brute, et ici eh bien, la barre de coupe a remplacé la virgule entre sève et élixir, et par simplification du signe de coupe, qui est réduit et placé en exposant pour ne pas trop gêner la lecture, eh bien, nous obtenons ceci. Dans cet exemple, l'élision entre sève et élixir tolère difficilement un arrêt temporel, comme nous l'avons vu. La charnière syntaxique se trouve alors marquée par le signe de coupe et le lecteur établira au niveau de cette coupe une inflexion vocale, notamment un appui plus marqué sur l'accent tonique du mot précédant la coupe. Et en revanche, le lecteur pourra s'arrêter après végétaux au niveau de la virgule, ce qui donne la sève élixir des végétaux s'épanche harmonieusement dans les rameaux et les feuilles. Autre exemple avec une liaison, qui est un autre cas d'interface incompatible avec un arrêt temporel. Les fruits sont calibrés, épluchés, puis enfin déposés. Là aussi, on pourrait bien laisser un temps d'arrêt après calibrer, mais il serait tout de même malvenu, car un pluriel implique plutôt une liaison, et d'autre part, l'absence de liaison créerait un hiatus. Alors pour ce système de ponctuation, l'auteur peut déterminer le rythme qu'il veut à la phrase et séparer les syntagmes nécessaires à la compréhension du texte sans que puissent être générés à la lecture des arrêts temporels incongruents. Ce système d'écriture peut paraître au premier abord plus compliqué que l'écriture traditionnelle. On remarquera qu'il n'enfreint aucune règle de la langue française, mais qu'il s'appuie au contraire sur des signes officiels et il suit les règles établies par l'Académie française et les grammairiens. Alors, c'est un système qui est plus compliqué, oui, mais il me semble qu'il est facilement lisible pour le lecteur, lequel se trouve renseigné sans ambiguïté sur la manière dont il doit lire le texte. Alors, il faut cependant concéder que ce système d'écriture ne convient pas obligatoirement à toute prose, ni même à tous les genres littéraires. Sa vocation est clairement d'être utilisée pour des textes en prose qui ont une tendance esthétisante ou poétique.